parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. En direct du Café Français, c'est avant J'aimais pas la politique. Pour une nouvelle rentrée, nous accueillons Marlène Schiappa pour son nouveau livre, enfin son dernier livre. On s'y perd parce que vous écrivez beaucoup. C'est Si souvent éloigné de vous, Lettre à mes filles. Vous écrivez partout d'ailleurs, hein, vous le dites, hein, dans les trains. C'est une maladie? Je ne sais pas si c'est une maladie, c'est une forme d'addiction, mais je crois que c'est Fernando Pessoa, le poète, qui disait « Être poète, ce n'est pas une ambition que j'ai, c'est ma manière à moi d'être seule ». Je crois qu'écrire, c'est aussi une manière d'être seule avec ses pensées et d'avoir un prétexte pour ça. Et de se relier avec les autres, là avec vos filles. Oui, complètement, puisque c'est quelque chose, l'écriture, qui est à la fois très solitaire et en même temps très connecté aux autres, puisqu'on écrit pour être lu et on écrit souvent en parlant, en tout cas dans le cas de l'autofiction ou des lettres, on écrit en parlant de gens à qui l'on pense, donc c'est une manière d'être seul et relié aux autres à la fois. On voit une photo de vous, vous avez 9 ans, Oui. Vous êtes avec vos sœurs. Expliquez-nous un peu cette photo. Je suis avec mes deux sœurs, Carla et Angela, qui sont mes deux petites sœurs, puisque je suis l'aînée. Et voilà, je crois qu'on est en train de chanter et de danser sur la photo. Donc on est une famille de filles, on est beaucoup de filles. Pas de garçons. Alors j'ai un demi-frère, mais qui est né plus tard, et un neveu. Enfin, il y a un garçon par génération en fait. D'accord. Ça change quoi d'avoir que des filles dans la famille? Je ne pourrais pas vous dire si ça change quelque chose, mais ça développe en tout cas une forme de solidarité féminine et de conscience de ce que c'est d'être une fille, puisqu'on ne vit pas seulement son identité de genre, mais aussi celle de ses sœurs. J'ai une vingtaine de cousines, j'ai 5 tantes, voilà, des grands-mères très présentes. Donc voilà, on a conscience véritablement de ce que c'est. Et on est une famille très artistique, si je peux le dire de cette manière. En tout cas, on est vraiment tourné vers la musique. La musique a une grande importance dans nos vies. Donc là, on est en train de chanter et de danser comme tout le temps. Dans l'ouvrage, vous dites mon rêve, mon vrai rêve, c'est d'être maman. Oui. Est-ce que cette petite fille à 9 ans, vous allez nous faire croire que son rêve, c'était de devenir maman? Ah mais complètement. Moi, mes Avant passions, toute chose. Ah bien sûr, mais depuis toujours. Alors je ne sais pas si c'est conditionné parce qu'on m'a fait jouer à la poupée, mais depuis toujours, je voulais être maman. Avec mes sœurs, l'été pendant les vacances, quand on allait au village avec ma sœur en Corse, donc dans un village dans les montagnes dans lequel il y a peu d'occupation, notre occupation c'était faire des listes de prénoms pour nos futurs enfants. Donc oui, c'était vraiment une motivation d'être mère, d'avoir des enfants. Vous jouiez à la poupée, vous dites. Est-ce que Oui. vous regrettez d'avoir joué exclusivement à la poupée, ou est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des formes d'éducation où on fait très attention à ne pas confier des jouets, entre guillemets, de garçons aux garçons et de jouets, entre guillemets, de filles aux filles? En fait, moi, je jouais à tout. Je jouais à la poupée, j'ai beaucoup joué aux voitures aussi. J'adorais les voitures télécommandées, j'en avais beaucoup. J'ai adoré le foot, j'ai commencé à regarder du foot très jeune. Donc j'ai pris les loisirs qui me plaisaient à la fois, exactement, à la fois des filles et des garçons. Et je crois que c'est ça le principe de l'égalité femmes-hommes, c'est de s'émanciper des clichés et se dire peu importe que ce soit recommandé pour les filles ou pour les garçons, si ça me plaît, je le prends, ça me plaît pas, je le laisse. Qu'est-ce qui a fait la bascule dans l'engagement au service des autres? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a une personnalité? Alors on sait que vous avez un papa très engagé, une maman aussi très engagée. Oui. Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que vous êtes construit avec, contre? Les deux à la fois. Je pense que comme tout le monde, on se construit avec ce que nous donnent nos parents et puis aussi en opposition peut-être parfois. Moi, j'étais engagée tôt en politique. J'étais candidate à 18 ans aux élections municipales à Paris, dans le 14e arrondissement, sur une liste associative qui a fait un score du type 1,7%, quelque chose comme ça, un grand succès. Et ensuite, j'ai laissé un peu la politique de côté parce que justement, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé, j'ai créé des entreprises, j'ai écrit des livres. J'ai créé mon réseau Maman Travail. Maman Travail, justement, c'était déjà le fait d'exprimer la difficulté ou la complexité d'être à la fois maman et
engagés dans la cité. C'est tout à fait ça, et notre but c'était de faire un lobby, donc finalement c'était aussi de la politique, puisqu'on a été auditionné au Parlement européen par les précédentes ministres des droits des femmes, par des parlementaires au moment de lois sur l'égalité ou sur les congés parentaux. Donc effectivement c'était déjà une forme d'engagement politique et qui s'est poursuivi quand j'ai rejoint le maire du Mans, qui m'a proposé, Jean-Claude Boulard à l'époque, de rejoindre sa liste pour les élections municipales en 2014. Est-ce que déjà dans cette carrière de secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, vous pouvez commencer un petit bilan en disant voilà quelle est ma fierté principale? Oui, d'abord, ma principale fierté, c'est celle d'avoir réussi à mettre à l'agenda du débat public cette question de l'égalité femmes-hommes. Parce que beaucoup de droits ont été acquis par les générations précédentes. Maintenant, c'est aussi un combat culturel. Donc le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, ait décidé de faire une grande cause du quinquennat, la grande cause du quinquennat de l'égalité femmes-hommes, c'est déjà une fierté. Le fait de savoir qu'on parle maintenant du harcèlement de rue, dont on parlait très peu avant, qu'on parle d'égalité salariale, qu'on parle de ces sujets et que du coup on s'interroge et on les remet en question. Et puis plus concrètement, j'ai une loi qui a été votée à l'unanimité pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et qui va opérer un changement de société en ce qui concerne notamment le harcèlement de rue. Donc ça, c'est important. Et même exercice du côté d'une déception peut-être ou de quelque chose que pour l'instant inachevé, vous voulez continuer? Il y a beaucoup de choses qui sont inachevées puisqu'on est au début du quinquennat à ce stade et que tant que ces transformations elles ne se seront pas traduites en faits concrets dans la vie des femmes, ce sera toujours inachevé. Donc là, nous prenons les mesures, les lois, les impulsions et il va falloir vite qu'elles se transcrivent dans la vie des femmes. Donc il y a toujours une forme d'impatience, mais c'est ça qui nous pousse aussi à agir, je crois. Si vous aviez une décision à prendre sur une femme que vous feriez rentrer au Panthéon? Je proposerais peut-être Simone de Beauvoir. Oui, rester dans les Simone. Elle n'y est pas. Une femme écrivain? Dans l'absolu? Oui. Françoise Sagan. Pourquoi? Alors j'aime plus sa vie que ses romans. Oui. Mais voilà, je trouve qu'elle s'affranchissait d'un certain nombre de codes et elle a mené une vie libre avec une fin assez tragique puisqu'elle a fini seule, désargentée, endettée, trahie par les siens, donc c'est pas une fin très enviable. Néanmoins, elle a connu le succès très jeune, elle a toujours écrit, elle s'est engagée en politique. Il y a une anecdote disant que quand Mitterrand lui recommandait de ne pas venir en voiture de luxe parce qu'elle dépensait tout son argent dans des voitures de luxe pour militer au Parti socialiste. Et il paraîtrait qu'un jour, quelqu'un a dit la camarade Sagan est venue en Ferrari et elle aurait crié c'est pas une Ferrari, c'est une Maserati. Je trouve ça assez rigolo. Aretha Franklin vient de nous quitter. Oui. Une femme artiste, chanteuse préférée peut-être? J'aimais beaucoup Aretha Franklin, j'aime beaucoup la musique noire américaine et voilà cette scène dans les Blues Brothers où elle chante Respect, voilà, c'est une scène mythique dont tout le monde se souvient. Si je dois choisir une seule chanteuse, peut-être habituellement je dirais Dalida, mais en ce moment je dirais Juliette Armanet, qui est une jeune chanteuse qui est en train de percer, qui joue du piano et qui chante des chansons très mélancoliques mais avec une petite voix et du coup ça passe très bien. Une femme politique? Françoise Giroud. Et votre définition du féminisme? La définition de Françoise Giroud, justement, qui était de dire que le féminisme, c'est trouver intolérable pour les autres femmes ce qu'on ne tolérerait pas pour soi-même. C'est une forme de sororité, finalement. Alors, du coup, est-ce qu'il y a plusieurs formes de féminisme? Oui. Est-ce qu'il y a un féminisme pour certains pays, un féminisme pour d'autres? Alors, je ne crois pas que ce soit une question de pays, mais il y a plusieurs courants dans le mouvement féministe. C'est pour ça qu'on lance des universités d'été du féminisme en septembre, pour justement avoir des débats, des réflexions, des opinions et des invitations à l'action autour du féminisme. Mais moi, quand j'ai créé Maman Travail, il y avait des débats entre les courants universalistes et différentialistes qui duraient depuis longtemps. Schématiquement, les existentialistes pensent que les femmes sont des êtres humains comme les hommes, comme les autres, comme Marguerite Yourcenar ou d'autres, et que donc elles n'ont pas de différence à avoir. Et les essentialistes, comme Antoinette Fouque, c'est ce qu'on appelle le féminisme à la française, pense qu'il y a une différence biologique fondamentale liée à la maternité entre les femmes et les hommes et que donc nous devons avoir l'égalité dans le respect de ces différences. C'était un débat qui avait lieu il y a quelques années, qui a moins cours maintenant. Maintenant, on a plus des débats entre les universalistes d'un côté et les intersectionnels de l'autre, qui sont des débats tout aussi passionnants.
Est-ce que il y a évidemment une dimension aussi internationale à votre combat féministe, une dimension nationale? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, parce qu'on le connaît moins évidemment du côté Oui, bien sûr, on mène un combat avec une diplomatie féministe à la française, c'est-à-dire que dans toutes les instances internationales et multilatérales, l'ONU par exemple, mais aussi l'Organisation internationale de la francophonie, la France défend ses positions pour l'égalité entre les femmes et les hommes et investit énormément d'argent pour soutenir notamment l'éducation des petites filles en Afrique, qui est un sujet important qui a été abordé récemment par le président dans la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs. Et puis on peut peut-être évoquer le G7. Le Canada préside le G7 cette année et Justin Trudeau a décidé, en accord avec Emmanuel Macron, d'en faire une priorité. Et lorsque la France prendra la présidence l'année qui vient du G7, eh bien la France va poursuivre et amplifier cette mobilisation internationale pour l'émancipation des femmes et des filles. Et vous parlez de la francophonie. La directrice de la francophonie, c'est bien Michaëlle Jean. Elle est, absolument. C'est une femme canadienne-haïtienne. De très grand caractère et de très grand talent. Qui a fait intégrer le lambi, qui est un symbole haïtien, dans les armoiries du Canada. Absolument, et c'est une femme qui est formidable. J'ai eu la chance de rencontrer, de travailler avec elle. Et on peut mentionner aussi Leïla Slimani, qui est l'ambassadrice personnelle du président de la République pour la francophonie, qui incarne aussi par ses écrits quelque chose d'important sur la liberté des femmes partout dans le monde, et notamment dans les pays francophones. Donc je crois qu'on a une équipe de femmes sur la francophonie qui est très mobilisée. Marlène Schiappa, on va terminer sur, comme d'habitude dans l'émission, sur une question. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 23 ans. Vous êtes l'une des figures les plus emblématiques du gouvernement actuel. Dans l'éventualité où Emmanuel Macron rempile pour un second mandat de président de la République, il n'est pas improbable que vous vous retrouviez à la tête d'un ministère. Avez-vous une idée de celui qui vous serait attribué? Et à titre personnel, dans quel ministère souhaiteriez-vous officier? Donc merci Maxime pour cette question. D'abord, moi j'espère rester au gouvernement pour continuer à être utile. Vous savez, je me suis engagée au début de la campagne d'Emmanuel Macron, quand il n'était pas encore président de la République. J'ai adhéré la première heure du premier jour de la création du mouvement En Marche. Et puis j'ai fait un peu le parcours de la méritocratie En Marche, c'est-à-dire que j'ai commencé vraiment par être référente bénévole locale, par construire un mouvement dans le département en Sarthe. Ensuite, par travailler sur la construction du programme pour l'égalité femmes-hommes. Puis j'ai rejoint la commission d'investiture qui a eu la charge d'investir les 577 candidats du mouvement En Marche. Et puis j'ai été nommée par le président sur proposition du Premier ministre au gouvernement. Donc là, j'aspire à être utile et à mener ces combats avec la grande cause du quinquennat, avec efficacité, si possible. Vous avez remercié Maxime, vous ne lui avez pas répondu. Il est venu avec sa question, je suis avec ma réponse. Quel ministère Non, j'ai pas à faire acte de candidature globalement. C'est pas un mystère, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas. Et au-delà de l'intérêt, je pense que c'est une question de compétence. Il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas compétente, j'aspire pas à devenir un jour ministre de l'Agriculture, ministre des Armées, ministre de l'Intérieur. Ce ne sont pas des sujets sur lesquels j'ai une appétence. J'imagine que l'éducation vous intéresserait, que le On a un très bon ministre de l'Éducation nationale qui est Jean-Michel Blanquer. Au numérique, il y a mon collègue Mounir Majoubi. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai été élue locale sur cette question. Mais on dit souvent avec Mounir que j'ai une mineure numérique et que lui, il a une mineure égalité femmes-hommes. Donc on est assez complémentaires. La culture, c'est un sujet très intéressant. Vous l'avez dit, j'ai publié une quinzaine de livres. J'étais impliquée dans... Une vingtaine, vous êtes... une vingtaine, c'est vrai. Vous avez raison. Merci de le préciser. Donc on a compris, Marlène Schiappa, merci beaucoup pour cette première émission de rentrée. On a compris que vous alliez rester éloigné encore de vos filles pendant quelques temps. Enfin, pas complètement. Pas complètement, pas en pensée, mais la sortie de votre livre, Si souvent éloigné de vous, Lettre à mes filles, chez Stock. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous pour cette première émission de rentrée en direct du Café Français. C'était avant, j'aimais pas la politique, mais ça, c'était avant. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,